Bien, bonjour à tous. Donc, merci tout d'abord pour cette invitation qui va nous permettre de traiter d'un sujet qui est pas mal à la mode depuis pas mal d'années déjà, c'est-à-dire les champignons mycorhiziens. Donc, nous avons décidé de faire cette présentation à deux voix avec Arthur. Donc, je vais faire une petite introduction sur notre laboratoire, etc. Ensuite, Arthur vous traitera de tout ce qui est biologie du champignon, le fonctionnement avec la plante. Et je terminerai par la partie plus liée à l'agriculture. Voilà. On va passer à la présentation de notre laboratoire. Donc, c'est le laboratoire de recherche en sciences végétales qui est situé sur le campus INRA à Toulouse-Hauteville. Alors, nous avons deux tutelles en fait, hein. C'est le CNRS et l'Université Paul Sabatier. Alors, c'est un laboratoire, on devrait dire, de recherche fondamentale qui s'intéresse au niveau cellulaire, voire surtout même infracellulaire au niveau ADN, etc. Avec donc tout ce qui est relation avec l'environnement. Où est-ce qu'il est monté? Ouais, c'est ça. Donc, tout ce qui est signalisation entre les signaux de l'environnement et ce qui se passe à l'intérieur de la cellule végétale, les interactions plantes et micro-organismes, que ce soit sur l'aspect pathogène ou symbiote, donc dans notre cas, les champignons mycorhiziens, tout ce qui est aussi aspect paroi, assez développé au sein de ce laboratoire. Alors, pour aller vite, ça se décompose en différentes équipes sur les aspects parois, trois équipes, avec une nouvelle qui vient d'arriver. Tout ce qui est signalisation avec le rôle du calcium à l'intérieur de la cellule, une équipe, et ensuite, comme je vous disais, deux équipes, plutôt aspect patho et aspect symbiose. Et évidemment, tout un service de logistique commun, comme tout laboratoire comme ça se fait, quoi. Alors, donc pour notre équipe, symbiose endomycorhizienne, qui est dirigée par un professeur d'université, Guillaume Bécard, et donc avec différents chercheurs, donc des chercheurs qui s'intéressent aux aspects biochimie du dialogue plante-champignon, donc toujours, vous voyez, au niveau vraiment très biochimique, enfin et ADN. Ensuite, un chercheur qui s'intéresse à tout ce qui est signalisation. Un chercheur qui est plutôt sur la génomique des plantes symbiotiques, tous aspects évolution, phylogénie, enfin, dont on ne traitera pas, et donc Arthur et moi-même qui travaillons avec deux chercheurs, Nathalie Ségelon et Christophe Roux, et aussi avec directement le responsable de l'équipe, sur la génomique des champignons mycorhiziens. Alors vous voyez, donc, si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas un labo, on va dire, de recherche appliquée, hein. Notre rôle, c'est vraiment de comprendre les mécanismes, ce sont nos fonctions, et c'est lié à nos tutelles, le CNRS et l'UPS. Mais on va dire, la réalité de la recherche étant ce qu'elle est, à savoir au niveau des financements, on est de plus en plus sollicité par des entreprises, et donc on a une part de nos budgets qui proviennent de projets liés avec, par exemple, des semenciers. Donc nous, on ne pourra pas évidemment vous répondre à des questions bien précises par rapport à tel ou tel aspect de la culture, mais on va vous donner quand même évidemment des pistes un peu plus générales. Voilà. Alors donc la partie 1, comme je disais, va être traitée plutôt par Arthur, et ensuite l'aspect agricole un peu plus tard. Voilà. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Arthur. Oui, le pointeur c'est mieux. Donc ça, comme ça, comme ça. Ok. Moi je suis phylogénomiste, mais je vous promets qu'on n'en parlera pas. Je vais vous présenter les aspects plutôt généraux sur cette symbiose, qu'est la symbiose endomycorhizienne arbusculaire, en trois parties. Dans la première partie, il s'agira de décrire les termes, parce qu'on va parler de champignons, on va parler de symbiose, on va parler d'endomycorhize, on va parler d'arbuscule, tout ça on va le décrire. Et il y aura un petit résumé à chaque fin de partie. Je vais aller peut-être un peu vite, mais il y aura un résumé à chaque partie. Allez. Alors, déjà, on va essayer de décrire le terme de symbiose. Donc, pour vous mener à la symbiose, on va commencer par parler d'interaction biologique. C'est un sujet extrêmement complexe, mais on va le simplifier. Alors, du coup, j'ai les mains prises. On va le simplifier en considérant seulement deux règles. La première règle, on va se demander si l'interaction entre deux êtres vivants d'espèces différentes apporte un avantage, un désavantage, ou rien du tout, quand là elle est neutre, à ces organismes. Par exemple, là on est dans le cas d'interactions qui sont neutres pour l'un des deux partenaires, et si elle est négative pour l'autre, on parle d'amensalisme. C'est le cas quand je suis sur la plage et que j'écrase de l'oya. Moi je m'en fous, par contre l'oya est mort, ce qu'on considère en général plutôt négatif. Et dans le cas d'une interaction qui sera neutre et positive pour le deuxième partenaire, on parle de commensalisme. Par exemple, une plante qui vit sur un arbre.
La plante a accès au soleil, c'est très bien. Par contre, l'arbre n'en a rien à faire. Comme le lierre, par exemple. Maintenant, si on considère des interactions qui sont au moins positives pour un des deux partenaires, on aura du parasitisme dans le cas où ce sera négatif pour le deuxième. Ça, c'est probablement quelque chose que vous connaissez, hein, les parasites. Peut-être plus que les amenceaux. Et si c'est positif pour les deux partenaires, on parle de mutualisme. Donc le mutualisme, c'est un bénéfice réciproque, mais qui est ponctuel. Et ça, c'est la deuxième règle. On va se demander si l'interaction, elle est ponctuelle, réversible, ou si au contraire, elle est obligatoire et durable. C'est-à-dire qu'au moins un des deux êtres vivants a besoin de cette interaction pour exister, pour vivre. Et on passe à ces modes de vie-là. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on a un caractère durable. Et le parasite devient un pathogène, et le mutualiste devient un symbiote. Et c'est ça la symbiose. La symbiose mycorhizienne, dans la symbiose mycorhizienne, le champignon a besoin de la plante pour vivre, parce qu'il ne sait pas se nourrir tout seul. Alors, il pourrait vivre tout seul, mais puisqu'il ne peut pas se nourrir, à un moment donné, il faut quand même qu'il aille avec une plante. Et c'est ça une symbiose. L'idée que je veux vous présenter ici, c'est qu'il n'existe pas d'être vivant qui ne fasse pas d'interaction biologique. C'est pas possible parce que ça signifierait qu'ils auraient évolué tout seuls. Et ça n'existe pas. Du coup, on pourrait presque considérer que les êtres vivants, la forme, leur fonction et leur forme, est déterminée par leur partenaire. Et si on leur enlève leur partenaire, ils font la tronche. Ça ne veut pas dire qu'ils meurent, mais c'est plus difficile pour eux de se développer. C'est vrai pour le champignon d'une plante, c'est vrai pour le gibier d'un loup, ou le pétrole d'un automobiliste. On peut fonctionner sans, mais on fonctionnera moins bien, parce que c'est le statu quo. Et donc on va rentrer plus en détail. Je vous présente des symbioses avec les racines des plantes. Alors des symbioses avec les racines des plantes, on peut en faire plein. Il y a plein d'organismes qui savent faire ça. On peut en faire avec des bactéries, c'est ce que vous avez à gauche là. Vous connaissez probablement les rhizobiomes, les bactéries rhizobia. C'est des bactéries qui vivent avec les racines des plantes. Seulement certaines bactéries, avec certaines plantes, c'est les légumineuses, c'est une symbiose extrêmement spécifique, qui peuvent fixer l'azote atmosphérique. Alors il y en a d'autres, hein. Les actinorhizes par exemple, c'est d'autres bactéries avec d'autres plantes. C'est aussi une symbiose extrêmement spécifique. Et puis des symbioses, on peut en faire avec des champignons, ce que j'ai mis à votre droite. Alors classiquement, on aura des champignons qu'on appelle des champignons endophytes. Ils vivent dans la plante, dans les cellules des racines de la plante. Ils font de la symbiose, c'est-à-dire qu'ils donnent quelque chose à la plante et la plante leur donne quelque chose en retour. Et vous remarquez que pourtant, on n'appelle pas ça des mycorhizes. Ça va me permettre de décrire ce terme, c'est parce qu'en fait, la mycorhize, c'est pas simplement le fait de faire une symbiose entre un champignon myco et la racine d'une plante, rhize, ça désigne la structure. Les mycorhizes, c'est des symbiotes qui font une structure spéciale, qu'on appelle la mycorhize, entre le tissu du champignon et la plante. Et puisqu'il y a différentes structures, on a différentes mycorhizes. Par exemple, on a les ectomycorhizes, ça aussi vous avez probablement déjà entendu parler. C'est par exemple les champignons à chapeau, les truffes, c'est certains arbres, donc c'est aussi une symbiose plutôt spécifique. Dans ce cas-là, la structure spéciale, elle est à l'extérieur des cellules, ecto. Et puis, on a des structures spéciales, des mycorhizes, qui sont dans les cellules, endo. Et c'est ça l'endomycorhize. C'est des champignons, donc là, ça c'est le nôtre, hein, c'est le modèle, c'est la photo du champignon qu'on étudie en modèle au laboratoire. C'est des champignons qui font une structure spéciale dans les cellules de la plante, des endomycorhizes. Et dans notre cas, nos champignons, la structure spéciale s'appelle un arbuscule. Et on décrira ce que c'est qu'un arbuscule après. Donc vous avez une symbiose endomycorhizienne arbusculaire, que j'appellerai peut-être CMA à partir de maintenant, parce que c'est long de dire symbiose endomycorhizienne arbusculaire. CMA, c'est pour champignon mycorhizien arbusculaire. Alors très rapidement, on va faire un petit point sur l'évolution, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que vous voyez ici, c'est un arbre phylogénétique. C'est l'arbre phylogénétique des champignons, Eumycota, c'est-à-dire les vrais champignons. Parce qu'il y en a d'autres, on ne sait pas si vraiment si c'est des champignons, donc ils sont à l'extérieur, je ne les ai pas montrés, c'est les Holomycota. Le but de cette diapo, c'est de vous montrer que cette symbiose, elle est ancienne. De manière générale, comment vous pouvez lire ça? C'est que chaque terme représente un groupe de champignons. Vous connaissez peut-être les basidiomycètes, par exemple. Ça inclut les champignons à chapeau. Et plus vous devez faire un long chemin pour rejoindre un autre groupe, plus ça veut dire que les organismes qui sont inclus sont distants.
génétiquement parlant. Par exemple, si je veux rejoindre les chytridiomycètes ici, jusqu'aux ascomycètes qui sont là-haut, je fais un très long chemin. Par contre, si je veux rejoindre les basidiomycètes aux ascomycètes, le chemin est court, parce que c'est des organismes plus proches. En général, tout ce que vous connaissez des champignons, c'est inclus seulement là-dedans, dans les deux groupes rouges là-haut, les ascomycètes et les basidiomycètes. C'est pas surprenant parce que tous les champignons macroscopiques, ça veut dire qu'on peut voir à l'œil nu, sont là-dedans. C'est aussi là qu'on a les champignons comestibles. Et c'est là qu'on a les ectomycorhizes, les truffes, les champignons à chapeau. Aussi, c'est là en fait qu'on a un peu plus de 90% des espèces de champignons. Tout le reste, ça représente moins de 10%. Et ben, les champignons mycorhiziens arbusculaires, sans exception, c'est-à-dire tous ceux qui sont capables de faire cette symbiose, sont localisés dans ce groupe-là en bleu, les gloméromycètes, gloméromycota. Ce que je veux vous montrer, c'est que tous les champignons qui font cette symbiose sont très proches entre eux. Par contre, ils sont très loin de tous les champignons qui ne font pas cette symbiose. C'est très surprenant pour une symbiose et ça s'explique parce que c'est une symbiose ancienne, extrêmement ancienne. Le plus vieux fossile qu'on ait découvert a 450 millions d'années. Alors, c'est le plus vieux fossile de gloméromycètes. Après, la plus vieille preuve de symbiose, c'est 330 millions d'années. On simplifie, en général, on utilise le plus grand chiffre. Pour vous donner des idées, donc, il y a 450 millions d'années, l'organisme le plus proche des champignons mycorhiziens, c'était déjà des champignons mycorhiziens, puisque c'est le fossile qu'on a découvert. L'organisme le plus proche de l'espèce humaine, c'était aussi un champignon mycorhizien sur le sol terrestre. Parce que c'était les champignons qui étaient le plus proches des animaux qui n'existaient pas encore. Pour vous donner des animaux sur le sol terrestre, je précise. Ça veut dire à l'extérieur de l'océan. Pour vous donner une autre idée, vous avez peut-être déjà entendu parler de la Pangée, cette espèce de supercontinent, c'est-à-dire que les continents s'étaient fusionnés, puis ils ont fini par se séparer pour donner la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. La Pangée, ça a existé pendant 150 millions d'années. Il y a 150 millions d'années. Les champignons mycorhiziens arbusculaires, ils sont apparus 150 millions d'années avant la formation de la Pangée. Donc vous êtes aussi loin de la séparation de la Pangée que les champignons ne le sont de sa formation. C'était un monde à l'époque où il n'y avait que des champignons et quelques plantes sur le sol terrestre. Donc ils sont apparus finalement avant les plantes sur Terre. Ça implique deux choses. La première, c'est que les champignons mycorhiziens arbusculaires, ils ont vécu pendant 150 millions d'années sur un continent unique. Et du coup, ils sont présents partout, sur toute la planète, dans tous les sols. Un sol sans champignons mycorhiziens, globalement, ça n'existe pas. Ou alors c'est qu'ils ont disparu. Et ça implique aussi qu'ils font de la symbiose avec toutes les plantes. À quelques exceptions près qui ont perdu cette capacité, par exemple les Chenopodiacées. C'est donc une symbiose qui n'est absolument pas spécifique. Et ça, c'est exceptionnel, parce que c'est une symbiose spécifique. Pas là, parce que c'est des champignons très anciens. Donc si on rentre dans ce groupe des gloméromycètes, on obtient ça. Donc c'est un autre arbre phylogénétique. Celui-là, c'est moi qui l'ai construit, c'est un vrai arbre, dans le sens où c'est fait avec des vrais gènes. Donc ça se lit dans ce sens-là, du vert là jusqu'au rouge. Ça veut dire que les rouges sont éloignés des verts. Et je vous montre des spores de champignons mycorhiziens arbusculaires qui correspondent au nom qu'il y a en dessous. Alors les champignons mycorhiziens arbusculaires, c'est 350 espèces. Ça, c'est ce qu'on appelle la diversité. La diversité, c'est compter le nombre d'espèces. Donc la diversité totale, c'est 350. Mais je pourrais mesurer la diversité d'une parcelle de champ, par exemple. En général, elle serait égale entre 15 et 30. 350 espèces, pour vous donner une idée, c'est ridicule. À cette échelle-là, les basidiomycètes, c'est 30 000 espèces, et les ascomycètes, c'est 60 000 espèces. 350 espèces, c'est ridicule, et ça aussi, c'est très surprenant. Ça tente à montrer que cette symbiose est tellement importante que l'évolution serait extrêmement finement réglée, empêchant la formation de nouvelles espèces. Et donc, c'est ce qu'on va étudier. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que si vous regardez les spores ici, là, qui proviennent d'organismes extrêmement proches, elles sont totalement différentes. Il n'y a pas de point commun. Alors que si vous regardez les spores blanches qui sont là, et les spores blanches qui sont ici, donc identiques, elles appartiennent à des organismes extrêmement distants, les plus distants de l'arbre. Donc on ne peut pas utiliser le champignon lui-même, c'est-à-dire la forme du champignon, pour le caractériser. Il faut faire de la génétique, et c'est pour ça qu'on a besoin de phylogénomistes comme moi. Allez, on continue. L'arbuscule, le voilà. Donc là, vous avez une photo d'arbuscule dans une cellule de plante. C'est-à-dire que la plante, à la limite, elle est à l'extérieur de la cellule des plantes, les limites de la cellule de la plante sont à l'extérieur de l'écran, là. Vous voyez que c'est une structure très ramifiée qui permet de faire des échanges très denses entre la plante et le champignon, et on en parlera dans la partie 2 de ces échanges. Concrètement, comment ça se met en place ?
Alors déjà, il faut détecter la plante. C'est ce que je vous montre ici. Donc la plante fabrique un signal, c'est des hormones qu'on appelle les strigolactones que le champignon est capable de détecter. Et ce faisant, il sait où est la plante, entre guillemets. Et le champignon fabrique des hormones qu'on appelle les LCO, qui permettent à la plante de savoir où le champignon est. Donc la plante sait quand le champignon arrive. Alors LCO, ça veut dire lipocyto-oligosaccharide. Du coup, on dit LCO. C'est plus simple. Ça peut me permettre de casser un mythe qui est en train de se répandre en ce moment dans le grand public. C'est que chez nous, dans la recherche, on parle de signalisation, pas de communication. Parce que la communication, ça supposerait que la plante fabrique les strigolactones à dessein, dans le but de parler aux champignons. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que ça marche l'évolution. Concrètement, les plantes qui font pas de symbiose font des strigolactones. Parce que les strigolactones, en fait, ça sert à fabriquer des racines. Normalement, chez une plante, pour fabriquer des racines, il faut faire des strigolactones. Et ça implique du coup que là où il y a des racines, il y a des strigolactones. Du coup, le champignon a récupéré ce signal pour détecter la racine et pousser dans le bon sens. Et de la même manière, les LCO chez un champignon, ça sert à fabriquer du mycélium. Les champignons qui ne font pas de symbiose font des LCO. Du coup, là où il y a le champignon, il y a des LCO. Donc la plante, elle a utilisé ce signal pour capter et détecter la présence du champignon. C'est important de considérer ça comme ça. Ok. Alors, entre la réception du signal strigolactone et l'émission du signal LCO, il se passe 1 heure à peu près. C'est très rapide. Par contre, vous allez voir que les étapes suivantes sont beaucoup plus longues. Le champignon, du coup, il peut pousser. Il fabrique du mycélium dans le sol pour aller rencontrer la racine. Et le point de contact se fait ici, dans une structure qu'on appelle l'hyphopode. C'est ça qui va lui permettre de rentrer dedans et d'aller dans les cellules. Ce faisant, il va pouvoir aller rencontrer les cellules de la plante et fabriquer des arbuscules pour faire des échanges. Donc vous avez vu la photo tout à l'heure. Alors ça, pour le coup, nous, en général, au laboratoire, on attend 2 semaines à 3 semaines avant de regarder une plante mycorhizée. Parce que entre le moment où il y a un contact et le moment où il y a l'arbuscule, c'est à peu près 7 jours. Par contre, entre le moment où ça germe et le moment où il y a contact, c'est très aléatoire parce que ça dépend où est la spore. Elle ne peut pas viser la plante en fait. Donc elle va essayer au hasard de la rencontrer, puis ça peut prendre 3 jours, 4 jours, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et c'est parce qu'elle peut se nourrir qu'elle peut se reproduire et donc fabriquer de nouvelles spores dans le sol. Il faut que je me rappelle. De nouvelles spores dans le sol. Et ça, c'est aussi une information importante. C'est que ce mycélium et ces spores qui sont dans le sol sont extrêmement importantes pour le champignon parce que c'est ce qui lui permet de survivre et de se répandre d'une plante à l'autre. Donc on pourrait émettre l'hypothèse que si on casse tout ça, eh ben on rend cette survie et ce développement plus compliqué pour le champignon. Et donc on rend la symbiose plus difficile. Est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien d'autre à dire. Voilà la photo. Donc là, vous voyez une racine. Elle est un peu transparente. Ah, j'appuie sur le... Et vous voyez en bleu, vous avez le champignon avec l'hyphe ici. L'hyphopode, je rentre dans la racine et je fabrique des arbuscules dans les cellules qui occupent tout l'espace de la cellule, tout son volume. Là, sur la gauche, pour que vous puissiez repérer la racine, sur la gauche, vous avez les tissus conducteurs qui transportent la sève. Et donc là, il faut que je passe à la vidéo. Qui ne marchait pas. Et donc vous avez ces échanges qui se mettent en place. Donc là, ce que vous voyez, c'est du gras. Hein. C'est des acides gras qu'on peut voir sans coloration au microscope et qui transportent tout un tas de choses. Et on va donc passer à la partie 2, où on parlera de ces échanges. Donc c'est pris au microscope, hein, c'est grossi, je ne sais pas, 800 fois. On peut essayer on peut remarquer qu'il y a une espèce de sens de circulation. Hein. Ça circule de haut en bas à gauche et de bas en haut à droite. C'est pas un hasard. Hein. Tout ça est réglé. Donc, en résumé, on a dit que les organismes sont déterminés par leurs partenaires, que la symbiose mycorhizienne est ubiquiste, ça veut dire qu'elle est présente partout chez toutes les plantes, ce qui est exceptionnel, et que les arbuscules dans la racine lui permettent de se nourrir, et que dans le sol, on a les spores qui lui permettent de survivre. On passe à la partie 2, où je vais vous décrire les échanges. Alors, vous savez que dans votre sol, vous avez une très grande diversité de micro-organismes. Par exemple, une grande diversité de champignons mycorhiziens arbusculaires. Ça implique qu'ils sont différents parce qu'ils ont des gènes différents. Et en fait, ça correspond à des services, à des choses qu'ils peuvent apporter à la plante. Donc ils ont des services écosystémiques différents, c'est-à-dire qu'ils peuvent apporter des choses différentes à la plante. En écologie, on considère que plus on a une grande diversité, c'est-à-dire un grand nombre d'espèces, plus on sera susceptible d'avoir un grand nombre de services écosystémiques. Donc un grand nombre de services qu'on peut apporter à la plante. Et donc une plante en bonne santé, puisque tous ses besoins sont remplis.
Ça implique aussi une notion de niche écologique, un concept complexe que je vais simplifier. Voyez ça comme des préférences. Par exemple, nous, on ne vit pas dans des environnements où il fait plus de 50 degrés parce que ça ne correspond pas à nos préférences biologiques. Notre niche écologique, c'est 25 degrés à peu près. Les champignons, c'est pareil. L'environnement va déterminer la présence des champignons dans votre sol. Et deux parcelles différentes sont susceptibles de ne pas avoir les mêmes champignons, et donc d'avoir des services différents apportés aux plantes. Et donc ces services, c'est des échanges, c'est ce que le champignon apportera à la plante. Alors déjà, on va passer ça rapidement. Qu'est-ce que la plante donne aux champignons déjà ? C'est de l'énergie. La plante donne de l'énergie aux champignons sous forme d'acides gras et de sucre fabriqués à la photosynthèse. On estime qu'on peut donner près de 20% de l'énergie fabriquée par la plante aux champignons, ce qui est énorme. Hein. En échange, le champignon, il y a plein de services. Et celui qu'on présente en premier en général, c'est la nutrition minérale et notamment phosphatée. C'est le transport du phosphore vers la plante. La plante, elle sait se nourrir toute seule. Hein. Mais le champignon, il a des avantages. Par exemple, il peut aller chercher très très loin, là où la plante n'est pas, pour apporter du phosphore. Une idée que je voulais développer ici aussi, c'est que le champignon ne mange pas la plante. Hein. C'est la plante qui donne de la nourriture aux champignons, littéralement. C'est elle qui choisit la quantité de carbone à donner aux champignons. Et c'est le carbone que le champignon récupère qui permet de donner du phosphore. C'est-à-dire que c'est une espèce de roue, et c'est la plante qui décide. Elle donne je simplifie, elle donne un atome de carbone, elle récupère un atome de phosphore. C'est elle qui décide. Ici, vous avez un exemple, ça fait partie un peu de notre Bible dans la recherche. Vous avez la masse racinaire de plantes cultivées avec une différente quantité de phosphore. En rouge pour des plantes mycorhizées, en bleu pour des plantes non mycorhizées. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un avantage sur la croissance de la plante à être mycorhizée, mais seulement à faible concentration de phosphore. Et ça, c'est un concept important. Il y a un plateau qui se forme là, et au-dessus de ce plateau, quand on met plus de phosphore, il n'y a pas d'avantage à avoir des champignons mycorhiziens. On pousse aussi bien sans. Et ça implique l'idée qu'en fait la plante, elle sait se nourrir toute seule, et que si l'on donne suffisamment de phosphore, elle n'a pas besoin du champignon pour se nourrir. Le champignon, il va aider lorsque c'est difficile pour la plante de le faire toute seule. La recherche récente a montré que pour les plantes, c'est surtout vrai pour les plantes domestiquées, de grande culture. Pour les plantes sauvages, le plateau il est déplacé et elles peuvent bénéficier beaucoup plus longtemps de l'apport de phosphore. Là, c'est la même chose en champ, vous avez des photos. C'est un champ qui était faiblement concentré en phosphore et avec naturellement des champignons mycorhiziens. En haut à gauche, vous avez le contrôle. Vous voyez que les plantes poussent. En bas à droite, on a tué les champignons, les plantes ne poussent plus. Et si on tue les champignons en haut à droite, mais qu'on met beaucoup de phosphore, elles poussent à nouveau. Alors des services, il y en a d'autres. Hein. Par exemple, les champignons mycorhiziens peuvent augmenter la résistance des plantes face aux pathogènes, face aux prédateurs, aux parasites. Là, par exemple, c'est mycorhizé à gauche, non mycorhizé à droite, et vous avez l'augmentation de la résistance de cette plante face à Phytophthora. La littérature montre qu'en fait, ça c'est vrai pour les pathogènes qui mangent les tissus morts. C'est-à-dire qui tuent d'abord les tissus, puis qui les mangent ensuite. Charbon. Par contre, les organismes qui se mettent dans la cellule et qui se contentent de manger l'énergie, alors c'est des pathogènes puisqu'ils donnent rien, sont favorisés par la présence de mycorhiziens arbusculaires. C'est normal, ils parlent la même langue, donc la plante, elle ne peut pas faire la différence. Si elle accepte le symbiote, elle accepte le pathogène. Donc on pourrait faire une liste d'organismes où la plante pourrait mieux se protéger grâce aux champignons et d'organismes qui, au contraire, seraient favorisés par la symbiose. Et puis enfin, c'est une publique qu'on avait fait dans mon ancienne équipe. Le champignon peut augmenter la résistance face aux polluants du sol, les métaux, les molécules organiques, par exemple les phytos, etc., etc. À gauche mycorhizé, à droite non mycorhizé, avec différentes quantités de nickel. Et vous voyez que quelle que soit la quantité de nickel, la plante mycorhizée survit mieux, parce que la plante, le champignon, détoxifie le nickel. Et ça aussi c'est complexe, parce qu'on a montré qu'on avait deux champs qui n'avaient pas les mêmes métaux. On y a introduit les mêmes champignons, et dans le premier cas, on a réduit la quantité de métaux dans les plantes. Dans le deuxième cas, on a tué les plantes. Donc en résumé, on a dit que différents champignons, ça appliquait différents services, que les champignons, ils étaient présents en fonction de l'environnement, qu'ils étaient impliqués dans énormément de services, et on les a cités. Et du coup, ça implique une espèce de lien entre l'environnement de votre parcelle et les services qui sont disponibles pour la plante. Alors vous n'êtes pas sans savoir que les pratiques, l'historique de la parcelle, peuvent modifier l'environnement. Ça, c'est Francis qui en parlera. Et donc, dernière partie, je vais aller vite. Je
je vais vous parler de concepts un peu plus techniques, de manière à les relativiser. Alors, on peut mesurer plein de types de paramètres, je vais vous en présenter 3. Le premier, c'est ce qu'on appellera la réponse mycorhizienne. Puisque le champignon est censé agir sur la plante, on va pouvoir mesurer des paramètres de la plante. La croissance, la santé, la quantité de chlorophylle, et ça peut aller jusqu'à des paramètres extrêmement spécifiques. Ici, je vous donne l'exemple d'une plante là, mycorhizée, qui a poussé plus vite que la plante non mycorhizée. On peut regarder la diversité aussi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, on a une plante qui a 4 espèces, la jaune, la verte, la rouge, la bleue, et une plante ici qui n'a que 2 espèces. Ça implique que celle-ci, elle aura plus de services écosystémiques que l'autre. Et pas les mêmes, parce que celle-ci, elle a un champignon vert, et celle-ci, elle a le champignon bleu, qui n'existe pas à gauche. Et puis on peut regarder la quantité de champignons. Donc ça, c'est une racine mycorhizée. Les trucs noirs, c'est des arbuscules, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut regarder la quantité du champignon dans la racine, ou la quantité du champignon dans le sol, en comptant des spores ou en comptant des structures symbiotiques. Et donc il y a des limitations à tout ça. Par exemple, la littérature montre que compter la quantité de champignons dans la racine, ça n'est pas du tout corrélé avec la réponse mycorhizienne. Tout simplement parce que tous les arbuscules ne se valent pas. Donc c'est pas parce que j'ai 10 fois plus d'arbuscules que j'ai 10 fois plus de réponses. Par contre, la quantité de spores dans le sol, lui, est plutôt bien corrélée avec la réponse mycorhizienne, puisque c'est à espèce donnée le résultat d'une quantité de nutrition, en fait, de carbone apporté aux champignons, et donc une quantité de phosphore donnée à la plante. En plus de ça, on a un système multiparamétrique extrêmement complexe, et si on a des outils performants pour étudier ça à la paillasse, c'est rarement généralisable dans la vraie vie. Parce qu'on a plein de champignons, parce qu'on a des conditions extrêmement complexes, puisque les champignons réagissent pas pareil en fonction de l'environnement, etc., etc., etc. En plus, ils ont une génétique terrible, c'est des dinosaures. Comparé aux autres champignons, c'est très difficile à étudier. Et puis, il y a des techniques qui sont difficiles à mettre en place. Là, par exemple, vous faites pousser une plante dans un substrat, vous avez réponse mycorhizienne. Vous changez le substrat, plus de réponse. Vous avez le même substrat, vous changez de plante, plus de réponse. Et je finirai, pour terminer, sur cette phrase-là. Attention, méfiez-vous quand on vous présente ça. La corrélation, ça n'est pas la causalité. Sur ce projet, dans mon projet de thèse, on a étudié ces 2 parcelles et qu'il y avait corrélation entre la quantité de champignons et la croissance des... C'est les champignons qui ont fait pousser la plante plus vite. C'est important de considérer ça comme ça. Il y a peut-être un tout autre paramètre qui a fait pousser la plante plus vite et qui a fait qu'il y avait plus de champignons. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que je dis ça que ça veut pas dire que les champignons n'ont rien apporté sur la parcelle de gauche. Peut-être que on l'a juste pas mesuré. Voilà. Passer la parole à Francis. Merci.